La main de Neka trembla lorsqu'elle comprit enfin ce qui se passait. Le bruit de la clé tournant dans la serrure de la porte du sous-sol résonna comme un coup de tonnerre dans le silence du manoir. Elle était là, en bas, dans l'obscurité froide et humide, avec le petit Cato qui pleurait dans ses bras. La lampe torche de son téléphone clignota, signalant que la batterie était faible. 3%. 2%. Puis l'obscurité totale. Neka s'appuya contre le mur de béton glacé et sentit le poids de la situation peser sur ses épaules. Grace Luanga, la maîtresse élégante et sophistiquée qui la regardait à peine dans les yeux, venait de l'enfermer là délibérément. Et le pire, c'est que personne d'autre qu'elle trois ne savait où Neka était. Son téléphone ne captait pas dans ce sous-sol souterrain. Personne au Nigeria ne connaissait l'adresse exacte. Et le mari de Grace était en voyage depuis des semaines. Elle serra Cato contre sa poitrine, sentant les battements de cœur du bébé contre le sien, et une seule question la transperça l'esprit comme une lame. Comment diable était-elle arrivée là? Mais pour comprendre ce moment de désespoir, il faut remonter 6 semaines en arrière, lorsque tout a commencé avec la promesse d'un nouveau départ qui semblait être la réponse à toutes leurs prières. Neka Okafor avait 26 ans lorsqu'elle décida de quitter son village d'Enugu, au Nigeria. Ce ne fut pas facile. Sa mère était malade, ses 3 jeunes frères et sœurs dépendaient d'elle, et son emploi dans la petite boutique de tissu familial lui permettait à peine d'acheter du riz. Lorsqu'une agence de placement à Lagos lui parla d'un poste de nounou en Ouganda dans une famille aisée, avec un salaire 3 fois supérieur à ce qu'elle aurait pu gagner au Nigeria, Neka y vit une lueur d'espoir. Elle vendit le seul collier en or que sa grand-mère lui avait légué, acheta un billet de bus pour Kampala et pria pour que cette opportunité change sa vie. Le voyage dura 5 jours épuisants. Route chaoteuse, arrêt interminable, nuit passée à dormir assise pendant que le bus franchissait la frontière entre le Kenya et l'Ouganda. Mais lorsqu'elle arriva enfin à Kampala et vit l'adresse qu'on lui avait donnée, Neka sentit une lueur d'espoir. Le quartier de Kololo était l'un des plus prestigieux de la ville, avec ses immenses demeures dissimulées derrière de hauts murs et des grilles en fer forgé. Des jacarandas en fleurs bordaient les rues, et l'arôme du café fraîchement torréfié, mêlé à l'odeur de la pluie récente, créait cette atmosphère vibrante typique de l'Afrique urbaine. La maison des Luanga se dressait au sommet d'une colline, un immeuble moderne de 3 étages aux fenêtres miroitantes qui reflétait le ciel bleu de l'après-midi. Lorsque Neka sonna à la porte, ses doigts portaient encore les marques du long voyage et sa simple robe de coton était froissée. La femme qui ouvrit le portail, en revanche, semblait tout droit sortie d'un magazine de mode international. Grace Luanga avait environ 35 ans, une peau parfaite, une chevelure naturelle et volumineuse coiffée en un chignon sophistiqué, et portait un ensemble en lin crème qui coûtait probablement plus cher que le salaire mensuel de Neka. Son regard parcourut la nouvelle venue de la tête aux pieds, s'attardant plus particulièrement sur ses sandales simples et son sac à main usé. Grace ne sourit pas. Elle ne le salua pas. Elle demanda simplement d'une voix faible et maîtrisée, « Êtes-vous la Nigériane ?» Neka hocha la tête, se sentant rapetissée à chaque seconde qui passait. « Oui, madame. » Neka Okafor. « Entrez vite. Je n'aime pas les portes ouvertes. » Cette phrase aurait dû être le premier signe, mais Neka était trop épuisée pour comprendre quoi que ce soit. Elle entra et le portail se referma derrière elle avec un clic métallique sec. L'intérieur de la demeure était encore plus impressionnant. Des sols en marbre étincelant, des meubles design qui semblaient n'avoir jamais servi, des œuvres d'art contemporain au mur et un immense lustre dans le hall d'entrée qui diffusait une lumière dorée. Mais il y avait quelque chose d'étrange dans cette perfection. Tout était trop calme. Trop ordonné. Pas un jouet qui traînait, pas une trace de main sur les murs, pas un bruit d'enfant. Pour une maison censée abriter un bébé de 18 mois, c'était déconcertant. Grace arpentait les immenses couloirs d'un pas vif, et Neka courait presque pour la suivre. Mon mari, Monsieur Luanga, est à Dar es Salaam pour affaires. Il ne sera pas de retour avant 2 semaines. Tu t'occuperas de Cato, notre fils. Il est sensible et pleure quand ses habitudes sont perturbées. La dernière nounou ne s'y est pas adaptée et a préféré rentrer chez elle. Neka trouva étrange la façon dont Grace parlait de son propre fils, comme s'il s'agissait d'un projet complexe et non d'un enfant, mais elle ne dit rien. Grace la conduisit dans une petite chambre au rez-de-chaussée, près de la cuisine. Elle était simple, mais propre, un lit simple avec des draps blancs, une armoire encastrée, une fenêtre à croisillon donnant sur le jardin. Ce n'était pas le grand luxe, mais pour quelqu'un qui avait partagé une minuscule chambre avec ses 2 sœurs toute sa vie, c'était largement suffisant. Grace croisa les bras et regarda Neka d'un air impassible. « Repose-toi aujourd'hui. Tu commences demain à 6 heures. Le bébé se réveille tôt et j'ai besoin de calme le matin. Tu le promèneras dans le jardin, tu le baigneras, tu le nourriras et tu le coucheras aux heures que je t'indiquerai. Ne monte pas à l'étage sans ma permission. N'utilise pas le téléphone fixe. N'ouvre pas la porte aux visiteurs.
Et surtout, ne pose pas de questions sur la famille. Travaille bien et tout ira bien. La dernière phrase planait comme un avertissement. Neka se contenta d'acquiescer, un frisson lui parcourant l'échine, un frisson qui n'avait rien à voir avec la puissante climatisation. Cette nuit-là, allongée dans ce lit inconnu, elle appela sa mère, utilisant le peu de crédit qu'il lui restait sur son portable. La voix fatiguée mais aimante de la femme à l'autre bout du fil emplit son cœur de désir et de détermination. Il fallait que ça marche. Il n'y avait plus de retour en arrière possible. La première rencontre avec Kato eut lieu le lendemain matin. Grace frappa à la porte à 5h45, un quart d'heure avant l'heure convenue, testant visiblement la ponctualité de Neka. La nounou était déjà levée, habillée et prête. Elles montèrent au 2e étage en silence, leurs pas résonnant sur le marbre froid. La chambre du bébé se trouvait au bout du couloir. Lorsque Grace ouvrit la porte, Neka retint son souffle. La pièce était belle, mais étrange. Des murs peints de savanes africaines et d'animaux colorés, des étagères remplies de jouets coûteux qui semblaient n'avoir jamais été déballés, un berceau en bois précieux avec une moustiquaire blanche. Mais le bébé assis au milieu de tout cela était trop calme pour un petit garçon de 18 mois. Kato avait de grands yeux expressifs, des cheveux bouclés bien coiffés et portait un body impeccable, sans la moindre tache. Lorsque Neka s'approcha en souriant et lui tendit les bras, le petit garçon ne réagit pas. Il la regarda simplement avec une curiosité prudente. Il se méfie des étrangers. Il vous faudra gagner sa confiance, mais soyez efficace. Je n'ai pas le temps pour de longues périodes d'adaptation. Grace dit cela d'un ton neutre, comme si elle donnait des instructions sur un appareil électronique. Puis elle partit simplement, en refermant la porte derrière elle. Neka se retrouva seule avec Kato. Pendant quelques minutes, ils s'observèrent en silence. Sachant qu'elle ne pouvait rien forcer, elle se mit à chanter doucement. C'était une berceuse que sa mère chantait souvent, en igbo, sur la lune veillant sur les enfants endormis. Intriguée, Kato pencha la tête. Elle continua de chanter tout en rangeant délicatement quelques jouets, feignant de ne pas lui prêter attention. Peu à peu, le petit garçon commença à ramper jusqu'à se rapprocher. Lorsqu'il effleura enfin la main de Neka de ses petits doigts, son cœur se serra. Ce bébé n'était pas difficile. Il avait soif d'affection. Les jours suivants instaurèrent une étrange routine. Neka se levait tous les matins à 5h30, bien avant que le soleil ne se lève sur les collines de Kampala. Elle préparait la bouillie de bananes que Kato adorait, faisait chauffer l'eau du bain à la température idéale et disposait soigneusement ses vêtements pour la journée, avec la délicatesse de quelqu'un qui prend soin d'un être précieux. À 6h précises, elle montait dans la chambre du petit garçon et le trouvait toujours éveillé, l'attendant avec ses grands yeux. La transformation de Kato en une semaine seulement était flagrante. Lui qui, auparavant, restait silencieux dans un coin de son berceau, tendait maintenant ses petits bras dès qu'il voyait Neka entrer. Lui qui mangeait peu, dévorait maintenant les purées qu'elle préparait avec amour. Lui qui pleurait doucement la nuit, dormait maintenant paisiblement après qu'elle lui ait chanté des chansons en igbo. Mais Grace l'avait remarqué. Et au lieu de se réjouir que son fils réagisse enfin bien aux soins, elle semblait inquiète. Neka s'en rendit compte la 2e semaine. Grace commença à apparaître dans la chambre de Kato aux moments les plus inattendus, toujours silencieuse, toujours avec cette expression indéchiffrable. Quand Neka faisait rire le garçon, Grace fronçait les sourcils. Quand Kato pleurait et se calmait aussitôt dans les bras de la nounou, Grace serrait les lèvres. Les instructions devinrent plus rigides. Ne chante pas trop fort, les voisins vont se plaindre. Ne le laisse pas devenir trop attaché à toi, ce n'est pas bon pour lui. Ne souris pas autant, il a besoin d'apprendre la discipline. C'était comme si Grace essayait de contrôler même les sentiments qui circulaient naturellement entre la nounou et l'enfant. Un matin en particulier marqua un tournant décisif dans le comportement de Grace. Neka était dans le jardin avec Kato, assise sur l'herbe douce sous un avocatier feuillu. Le petit garçon venait de faire ses premiers pas tout seul, sans aucune aide, et rayonnait de fierté. Neka applaudissait et célébrait chaque tentative, et Kato riait de ce rire si particulier des bébés, un rire qui s'animait de tout son corps. C'est alors que Grace apparut sur le perron et fut témoin de la scène. Ses premiers pas. Une étape importante. Et elle n'était pas là. C'est la nounou étrangère qui en fut témoin, qui applaudit, et que Kato chercha du regard pour partager ce moment de joie. Cet après-midi-là, Grace appela Neka au salon. L'atmosphère était formelle, presque hostile. Grace était assise dans un fauteuil en cuir, les jambes croisées, les mains jointes sur les genoux. Il faut qu'on parle des limites professionnelles, Neka. La nounou sentit son estomac se nouer, mais elle garda son calme. Oui, madame. Tu es là pour faire un travail. Nourrir, nettoyer, surveiller. Pas pour remplacer la figure maternelle.
Cato a une mère. Je suis sa mère. Tu dois prendre tes distances émotionnelles. Neka choisit ses mots avec soin. Madame Gress, je comprends parfaitement mon rôle. Mais s'occuper d'un enfant, ce n'est pas comme faire le ménage ou préparer un repas. Les enfants ont besoin d'affection. Ils ne comprennent pas la distance émotionnelle professionnelle. Ils savent seulement qui les rassure. Le visage de Gress se durcit. Je commence à me dire que j'ai fait une erreur en vous embauchant. Peut-être êtes-vous trop doué dans votre domaine, et cela crée de la confusion. C'est à ce moment précis que Neka comprit quelque chose d'essentiel. Gress n'était pas jalouse parce qu'elle aimait trop Cato. Elle était jalouse parce qu'elle ne pouvait pas l'aimer véritablement, et la présence de quelqu'un qui en était capable révélait douloureusement cette faiblesse. Il était plus facile de blâmer la nounou que d'affronter ses propres démons intérieurs. Les jours suivants, l'atmosphère à la maison devint pesante. Gress durcit les règles. Neka ne pouvait plus emmener Cato au jardin sans surveillance. Elle n'avait plus le droit de chanter. Elle ne pouvait pas serrer le petit garçon dans ses bras plus de 3 fois par jour. Ces règles étaient absurdes, impossibles à respecter lorsqu'on s'occupe d'un bébé, mais Neka s'efforçait de les suivre. Elle avait besoin de ce travail. Elle avait besoin de l'argent qu'elle envoyait à sa famille chaque mois. Sa mère dépendait des médicaments qu'elle achetait. Ses frères et sœurs dépendaient des fournitures scolaires qu'elle finançait. Il n'y avait pas de place pour l'orgueil ni pour la rébellion. Il ne s'agissait que de survivre. Un après-midi, Neka était dans le jardin avec Cato. Le petit garçon avait enfin laissé éclater son sourire, un rire d'enfant délicieux, tandis qu'il poursuivait les papillons parmi les hibiscus que Gress avait si minutieusement demandé au jardinier d'entretenir. Le soleil de l'après-midi baignait la pelouse impeccablement tondue d'une lumière dorée, et pour la première fois depuis son arrivée en Ouganda, Neka se sentit en paix. C'est à ce moment précis qu'elle entendit des voix provenant de la fenêtre du bureau du 2e étage. Gress était au téléphone, et sa voix, d'ordinaire si calme, semblait irritée, presque désespérée. « Je sais que vous avez dit qu'elle était compétente, mais je ne m'attendais pas à ce que Cato s'y attache autant. Il se réveille en la cherchant du regard. Il l'appelle toute la journée. Quand j'essaie de le prendre dans mes bras, il se débat et veut retourner auprès d'elle. Mon propre fils me rejette. » Il y eut un silence pendant que la personne à l'autre bout du fil reprenait. « Non, je ne peux pas la renvoyer comme ça. Richard l'apprécie, il dit que c'est la meilleure nounou que nous ayons jamais embauchée. Mais ça ne peut plus durer. Elle va me remplacer. » Un frisson parcourut l'échine de Neka. Ce n'était pas de la simple jalousie. Il y avait quelque chose de plus profond, une blessure dans la relation entre Gress et Cato. Elle prit le garçon dans ses bras et entra discrètement, montant dans sa chambre comme si elle n'avait rien entendu. Mais cette conversation résonna dans sa tête le reste de la journée. Qu'est-ce qui expliquait tout ce rejet? Pourquoi une mère était-elle incapable de communiquer avec son propre fils? Ce soir-là, une fois Cato endormi, Neka descendit à la cuisine pour préparer son dîner. Elle faisait chauffer du beurre de cacahuète lorsqu'elle entendit la porte s'ouvrir. Gress entra, toujours vêtue de ses élégantes tenues de jour, mais avec une expression de fatigue que Neka ne lui connaissait pas. Un instant, les deux femmes se dévisagèrent. Puis Gress tira une chaise et s'assit, chose qu'elle n'avait jamais faite dans la cuisine, qu'elle considérait comme le domaine des domestiques. « Vous devez penser que je suis une mère épouvantable, » dit soudain Gress, d'une voix basse et dépourvue de sa dureté habituelle. Neka s'arrêta, ne sachant que dire. « Ce n'est pas à moi de juger, madame. »« Mais vous jugez. Je le vois dans vos yeux. Chaque fois que j'entre dans la pièce et que Cato se tourne vers vous plutôt que vers moi. Chaque fois que j'essaie de l'endormir et qu'il pleure jusqu'à votre arrivée. Vous pensez que je suis froide, que je n'aime pas mon fils. » Neka prit une profonde inspiration avant de répondre. « Je crois que tu traverses une période difficile. Mais je ne sais pas laquelle, car tu ne laisses personne s'approcher suffisamment pour comprendre. » Gress laissa échapper un rire amer. « Tu veux comprendre? Tu veux savoir pourquoi je ne peux pas regarder ce garçon sans avoir l'impression d'avoir un poids sur la poitrine? » Elle marqua une pause, les yeux brillants de larmes contenues. « Parce qu'il ne devrait pas exister. Parce qu'il est le rappel vivant de la plus grande erreur de ma vie. Parce qu'à chaque fois que je le regarde, je vois l'homme que j'ai vraiment aimé, mais qui n'a pas pu m'offrir la vie dont je rêvais. » Neka se tut, comprenant que Gress était sur le point de révéler quelque chose d'important. La femme poursuivit, les mots jaillissant comme si elle ne pouvait plus les retenir. « J'étais fiancée à Daniel, le frère de Richard. Daniel était professeur, idéaliste, romantique. Il n'avait pas d'argent, mais il m'aimait sincèrement. Je suis tombée enceinte de lui. Et puis j'ai réalisé que passer ma vie à compter mes sous, à vivre dans un appartement minuscule, à me battre pour payer des couches, ce n'était pas ce que je voulais. Richard a toujours été amoureux de moi. Il est riche, puissant,
respectée. Alors j'ai rompu avec Daniel sans lui parler du bébé, j'ai séduit Richard, et quand j'ai découvert que j'étais enceinte, je lui ai fait croire que l'enfant était le sien. Le silence qui suivit fut pesant. Neka comprit enfin tout. La raison de cette froideur. La raison de cette peur. La raison pour laquelle cette maison si parfaite semblait si vide. Étagem. Richard ne le sait pas? Demanda-t-elle doucement. Personne ne le sait. Daniel l'a découvert des mois après le mariage, il a essayé de me confronter, mais j'ai tout nié. J'ai dit qu'il était fou de jalousie. Il est parti à Nairobi et n'est jamais revenu. Richard n'a rien soupçonné. Il travaille tellement, il voyage tellement, qu'il n'a même pas fait attention aux détails. Kato est né, et officiellement, c'est son fils. Mais moi, je ne peux pas aimer ce garçon. Chaque fois que je le regarde, je vois mon mensonge. Je vois Daniel. Je vois l'horrible femme que je suis devenue. Neka laissa la révélation l'envahir. Elle aurait pu réagir avec choc, avec jugement, avec colère. Mais elle ne ressentit qu'une profonde tristesse. Tristesse pour Kato, innocent de tout. Tristesse pour Grace, qui s'était construit une prison dorée. Et tristesse pour la situation inextricable dans laquelle elle se trouvait désormais. « Pourquoi me dis-tu cela ?» demanda Neka. Grace s'essuya les yeux du revers de la main, retrouvant peu à peu son calme. « Parce que tu dois comprendre que ce n'est pas à cause de toi. Ma jalousie, ma froideur, mes règles absurdes. Ce n'est pas parce que tu fais quelque chose de mal. C'est parce que tu fais tout bien, et ça me tue. Parce que tu arrives à donner à Kato ce que je ne pourrai jamais lui donner. Le véritable amour, sans culpabilité, sans fardeau. Et une partie de moi te déteste pour ça. Mais une autre partie est reconnaissante. » Neka ne savait que dire. Cette confession changeait tout et rien à la fois. Kato avait toujours besoin d'aide. Grace vivait toujours dans le mensonge. Et elle n'était toujours que la nounou, impuissante face à ses problèmes. « Que voulez-vous que je fasse de ces informations ?» finit-elle par demander. « Rien. Continuez votre travail. Continuez d'aimer mon fils comme je ne peux pas. Mais comprenez que si un jour je suis trop cruelle, si un jour je fais quelque chose qui semble irrationnel, c'est parce que je suis en train de me noyer. Et quand on se noie, il arrive qu'on entraîne avec soi la personne qu'on essaie de sauver. » Ces mots planaient comme une prémonition. « Je ne les oublierai jamais, » répondit humblement Neka, mais une question la taraudait. Pourquoi une mère se sentirait-elle menacée par l'amour que son propre fils porte à une autre? Qu'est-ce qui expliquait toute cette insécurité? La réponse arriva 2 semaines plus tard, d'une manière que Neka n'aurait jamais pu imaginer. C'était un mardi pluvieux, de cette pluie tropicale qui transforme Kampala en bourbier et paralyse la circulation. Grace était partie à un déjeuner caritatif à l'hôtel Serena, laissant Neka seule avec Kato pour la première fois depuis son arrivée. La nounou profita de cette rare liberté. Elle donna un long bain au petit garçon, le laissant jouer avec les canards en caoutchouc dans la baignoire jusqu'à ce que ses petits doigts soient tout ridés. Elle lui chanta ses chansons Igbo préférées, celles qui parlent de rivières, de forêts et d'esprits protecteurs. Elle lui prépara un porridge spécial à la patate douce et aux épinards, qu'elle savait qu'il adorait. Puis elle le coucha pour sa sieste, le regardant fermer les yeux avec la confiance absolue de celui qui se sent en sécurité. C'est en descendant chercher de l'eau à la cuisine que Neka l'aperçut. La porte du bureau de Grace, toujours verrouillée avec une méticulosité obsessionnelle, était entr'ouverte. Juste une fente, mais suffisante pour dévoiler l'intérieur interdit. Neka s'arrêta dans le couloir, le cœur battant la chamade. La partie rationnelle de son cerveau lui criait de continuer, d'ignorer cette occasion dangereuse. Mais la curiosité, cette force humaine impossible à maîtriser, était plus forte. Elle regarda autour d'elle. La maison était vide, à l'exception de Kato qui dormait à l'étage. Grace ne rentrerait pas avant 4 heures. Le jardinier ne venait que le vendredi. C'était maintenant ou jamais. Neka poussa lentement la porte, se préparant au grincement qui trahirait son intrusion. Mais la charnière était bien lubrifiée et la porte coulissa silencieusement. Le bureau était exactement comme elle l'avait imaginé. Élégant, organisé, regorgeant d'objets coûteux, plus destiné à impressionner qu'à être réellement utile. Des étagères en acajou garnies de livres à couverture rigide qui n'avaient probablement jamais été lus. Un immense bureau en verre où des papiers étaient parfaitement alignés. D'épais rideaux bloquaient la lumière naturelle. Mais ce qui attira véritablement l'attention de Neka fut un tiroir entrouvert du bureau. Elle s'approcha, les mains tremblantes. À l'intérieur, un cadre photo était retourné, comme si quelqu'un avait voulu le cacher sans parvenir à s'en débarrasser complètement. Neka prit le cadre et le retourna. La photo montrait Grace, beaucoup plus jeune, peut-être 25 ans. Ses cheveux, naturels et volumineux, rayonnaient d'un bonheur authentique.
À côté d'elle, un bel homme au large sourire l'enlaçait tendrement. Ils portaient tous deux des tenues traditionnelles ougandaises. Elle, un gomési coloré, lui, un kanzu blanc impeccable. C'était manifestement une photo de fiançailles ou de mariage. Mais cet homme n'était certainement pas Richard Lwanga. Richard était plus âgé, le front haut et l'air d'une gravité permanente. L'homme sur la photo était jeune, avait un regard doux, et la façon dont il regardait Grace était celle d'un amoureux transi. Nneka regarda de plus près. Dans un coin de la photo, une signature au stylo noir. Daniel et Grace, nos débuts 2019. Daniel. Le nom que Grace avait mentionné ce soir-là dans la cuisine. Le frère de Richard. Le vrai père de Kato. Nneka remit le cadre en place et continua d'examiner la photo. Dessous, une épaisse enveloppe jaunie par le temps. Elle hésita, sa conscience luttant contre sa curiosité. Mais elle était déjà allée trop loin. Elle ouvrit l'enveloppe avec précaution. À l'intérieur, une collection de lettres manuscrites. La première était datée de mai 2020. Grace, j'essaie de comprendre ce qui s'est passé. Hier, tu m'as dit que tu m'aimais. Aujourd'hui, tu as rompu avec moi par SMS, sans explication, sans même me parler. Ai-je fait quelque chose de mal? Ai-je changé? S'il te plaît, accorde-moi au moins la dignité d'une conversation en face à face. Tu es la femme de ma vie. Je sais que je ne suis pas riche comme Richard, mais je peux t'offrir un amour véritable. Ne me quitte pas comme ça. Daniel. La deuxième lettre datait de juillet 2020 et le ton était différent. Plus désespéré. Grace, es-tu vraiment fiancée à mon frère? Comment as-tu pu faire ça 2 mois après notre rupture? As-tu seulement pensé à moi en acceptant sa demande en mariage? Je te vois sur les réseaux sociaux, souriant à cette énorme bague, dans ce restaurant chic, et je ne reconnais plus la femme que tu es devenue. La Grace que je connaissais se fichait de ces choses-là. Ou bien ne l'ai-je jamais vraiment connue? Je pars pour Nairobi. Je ne supporte plus d'être là et de te voir construire ta vie avec mon frère. Sois heureuse, si c'est ce que tu veux. Mais sache que tu as brisé plus d'un cœur. Tu as brisé ma foi en l'humanité. Daniel. Nneka ressentit une oppression à la poitrine. Cet homme avait vraiment aimé Grace. Et elle avait tout gâché. Mais il y avait une troisième lettre, et celle-ci était la plus troublante. Elle datait de mars 2021 et était écrite sur un ton complètement différent. Grace, j'ai eu ton adresse par un ami commun. Je te prie de lire ceci jusqu'au bout avant de le détruire, car je sais que tu le feras. Je suis brièvement retournée à Kampala le mois dernier pour l'anniversaire de notre mère. Richard était là avec toi et le bébé. Kato. Un beau prénom. Quand tu as dit qu'il était né en décembre 2020, j'ai fait le calcul. 8 mois après notre rupture. 9 mois après cette dernière nuit que nous avons passée ensemble avant ta disparition. J'ai regardé ce bébé, Grace, et j'ai vu mon visage. J'ai vu de mes yeux. J'ai vu la forme de ma bouche. Kato est mon fils, n'est-ce pas? Tu étais enceinte quand tu m'as quitté. Tu as choisi mon frère parce qu'il pouvait t'offrir la vie de luxe que tu désirais, et tu m'as caché l'existence de mon propre fils. Je t'ai confronté discrètement à la fête, et tu as tout nié. Tu as dit que j'étais folle, que le bébé était prématuré, que tu avais fait des tests ADN et tout le reste. Mais je connais la vérité. Je la vois dans ton regard fuyant. Je vois la panique dans tes yeux. Je pourrais détruire votre mariage sur le champ. Je pourrais. Dis tout à Richard. Mais, je ne le ferai pas. Tu sais pourquoi? Parce que ce bébé ne mérite pas de grandir au milieu d'un scandale. Il n'a pas demandé à servir de monnaie d'échange pour tes ambitions. Alors je repars, cette fois pour toujours. Mais tu devras vivre avec ça, Grace. Chaque fois que tu regarderas Kato, tu verras ce que tu as fait. Tu te souviendras de l'homme qui t'aimait vraiment et que tu as trahi de la pire des manières. Et quand Kato grandira et te demandera pourquoi sa mère ne peut jamais lui témoigner une véritable affection, tu sauras que c'est parce qu'il représente ta culpabilité. Adieu pour toujours. Daniel. Les mains de Nneka tremblaient tellement qu'elle faillit laisser tomber les cartes. Cela expliquait tout. La froideur de Grace envers Kato. Sa jalousie maladive. Son désespoir chaque fois qu'elle voyait son fils se rapprocher d'une autre. Kato n'était pas seulement le symbole d'une faute morale. Il était le rappel vivant que Grace avait détruit une famille, menti à un homme bien et privé un enfant du droit de connaître son vrai père. Et maintenant, elle était prisonnière de ce mensonge, voyant son fils grandir sans pouvoir l'aimer, car l'aimer reviendrait à se dire la vérité. D'une main tremblante, Nneka remit les lettres dans l'enveloppe, la plaçant exactement à sa place. Son cœur battait si fort qu'elle entendait son sang pulser. Dans ses oreilles. Elle referma le tiroir, remit le cadre photo à sa place initiale et quitta le bureau à grands pas.
Dans le couloir, elle s'appuya contre le mur et prit plusieurs grandes inspirations, essayant d'assimiler tout ce qu'elle venait de découvrir. Elle n'aurait jamais dû voir ça. Absolument pas. Mais maintenant qu'elle savait, elle ne pouvait plus oublier. Cette révélation avait tout changé. Elle avait changé son regard sur Grace. Elle avait changé sa perception des dynamiques de cette maison. Elle avait changé la perception du danger qui la menaçait elle-même. Car désormais, Nneka portait un secret capable de détruire la vie que Grace s'était construite. Si Richard découvrait que Cato n'était pas son fils biologique, que sa femme l'avait trompé depuis le début, qu'elle l'avait choisi pour son argent alors qu'elle était enceinte d'un autre homme, leur mariage prendrait fin sur le champ. Grace perdrait tout, le manoir, son statut social, sa vie confortable. Et probablement aussi la garde de Cato, car Richard ne voudrait certainement pas élever l'enfant de son frère, fruit d'une telle trahison. Grace le savait. C'est pourquoi elle vivait dans la peur constante. C'est pourquoi elle contrôlait toutes et tous d'une main de fer. Elle était terrifiée à l'idée que la vérité éclate. Et maintenant, sans le vouloir, Nneka était devenue une menace potentielle. Sans même savoir que la nounou avait tout découvert, Grace laissait déjà transparaître de la jalousie et de l'insécurité. Que ferait-elle si elle apprenait que Nneka avait lu ses lettres? Qu'il avait vu le cadre photo caché? Qu'il connaissait toute la vérité sur la paternité de Cato? Les jours suivants furent tendus d'une autre manière. Nneka s'efforçait de paraître normale, mais il lui était impossible de ne pas voir Grace sous un jour nouveau. Chaque instruction stricte prenait désormais tout son sens. Chaque regard froid avait une signification. Chaque réaction excessive dissimulait une peur profonde et tenace. Grace n'était pas simplement une patronne difficile. C'était une femme vivant au bord du précipice, à un pas de tout perdre, et prête à tout pour protéger ses secrets. Une semaine après la découverte, le mardi suivant, Grace annonça que Richard allait enfin rentrer à la maison. Après près de 2 mois passés à voyager entre Dar es Salaam, Johannesburg et Lagos pour conclure des contrats pour sa société d'import-export, il rentrait à Kampala. Grace était visiblement nerveuse. Elle passa la journée à superviser un grand ménage, changeant 3 fois les compositions florales, vérifiant que chaque détail était parfait. Nneka observa tout cela et comprit. Grace devait sauver les apparences. Elle voulait que Richard continue de voir la femme parfaite, la maison parfaite, la famille parfaite. La moindre faille dans cette façade risquait de susciter des questions. Et les questions étaient dangereuses. Mais Richard n'est pas arrivé. Il a appelé à la dernière minute, prétextant une urgence dans un entrepôt de Mombasa et devant prolonger son séjour d'1 semaine. Grace a raccroché si brutalement que Nneka a entendu le bruit sourd de l'autre côté de la maison. Après cela, Grace est restée silencieuse le reste de la journée, enfermée dans sa chambre, et lorsqu'elle est finalement sortie dîner, elle avait les yeux rouges et gonflés. Ce soir-là, elle a bu du vin. Beaucoup de vin. Nneka entendait la bouteille se vider à l'étage, et cela la mettait mal à l'aise. Les personnes désespérées font des choses désespérées. Et Grace était assurément désespérée. C'est précisément cette nuit-là que l'orage s'abattit sur Kampala. Un de ces violents orages africains qui transforment le ciel en un tableau d'éclairs et de tonnerres assourdissants. Le vent secouait les arbres avec violence et la pluie s'abattait sur les fenêtres comme des pierres. Nneka était dans la chambre de Cato, essayant de le calmer. Effrayé par le bruit, le garçon pleurait doucement, agrippé à son cou. Elle chantait doucement, se promenant dans la pièce et faisant des mouvements de bercement qui, d'habitude, l'apaisaient. Peu à peu, il commença à se détendre, ses paupières s'alourdissant. C'est alors que la lumière vacilla 1 fois. 2 fois. Puis elle s'éteignit complètement, plongeant la maison dans l'obscurité totale. Cato se réveilla en sursaut et se mit à pleurer plus fort, véritablement effrayé. Nneka tâtonna jusqu'à trouver son téléphone portable sur la table de chevet et alluma la lampe torche. La faible lumière illumina le visage apeuré du bébé. « Chut, tout va bien, mon amour. La lumière s'est juste éteinte. Elle va bientôt revenir, murmura-t-elle en l'embrassant sur le front. Elle devait vérifier le disjoncteur. Dans les maisons de cette taille à Kampala, il était courant d'avoir un générateur de secours qui devait se déclencher automatiquement en cas de coupure de courant. Mais rien ne s'était passé, ce qui signifiait qu'il y avait un problème. Nneka descendit prudemment l'escalier, éclairant les marches de marbre rendues dangereusement glissantes par l'humidité avec la lampe de son téléphone portable. Arrivée au rez-de-chaussée, elle trouva Grace debout au milieu du couloir, une bougie allumée à la main. Son visage, à moitié éclairé, à moitié dans l'ombre, offrait une image troublante. Le générateur n'a pas démarré, a déclaré Nneka, enfonçant une porte ouverte. Grace la fixa longuement, sans dire un mot. Son regard était vitreux, et Nneka comprit qu'elle était encore sous l'effet du vin. Le disjoncteur est à la cave, finit par dire Grace d'une voix étrangement calme. Il faut que quelqu'un descende le réarmer.
Je peux y aller, madame. Mais pourriez-vous tenir Cato pendant que je descends? Proposa Neka en lui tendant déjà le bébé. Grace regarda son fils, et un instant, une émotion traversa son visage. Ce n'était ni de l'amour, ni de la tendresse. C'était quelque chose de plus complexe. De la peur, peut-être. Ou du ressentiment. Elle prit Cato dans ses bras machinalement, et le garçon se mit aussitôt à se tortiller, voulant retourner auprès de Neka. « Va-t'en maintenant », dit Grace, sa voix toujours aussi étrange, excessivement contrôlée. Neka descendit les marches en béton menant au sous-sol froid et humide. La lampe torche de son téléphone éclairait faiblement l'espace encombré de vieux cartons et d'outils. Elle trouva le disjoncteur et tenta de le réenclencher, mais rien ne se passa. C'est alors qu'elle entendit le bruit qui allait tout changer, une porte qui se refermait à l'étage, puis le bruit d'une clé dans un tiroir, et enfin le silence qui suivit. Neka remonta en courant vers la porte. Elle tourna la poignée. Fermée à clé. « Grace? Madame Grace? La porte est fermée. » Elle frappa, poussa, essaya tout. Rien. De l'autre côté, seuls les sanglots étouffés de Cato et le bruit des pas de Grace qui s'éloignaient. C'est alors que Neka comprit. Grace ne l'avait pas enfermée par accident. Elle l'avait fait parce qu'elle avait besoin que Neka disparaisse. Peut-être pas pour toujours, mais assez longtemps pour rompre le lien qui l'unissait à Cato. Assez longtemps pour montrer qui était aux commandes. Assez longtemps pour bien faire comprendre que Neka était remplaçable, jetable, et que sa présence dans la vie de ce bébé dépendait entièrement de la bonne volonté de Grace. Le portable de Neka n'avait plus que 20% de batterie. Aucun réseau. Elle a essayé d'appeler les secours. Rien. Elle a essayé d'envoyer des SMS. Rien ne fonctionnait dans ce sous-sol immergé. Elle s'est appuyée contre le mur froid et a laissé couler ses larmes pour la première fois depuis son arrivée en Ouganda. Ce n'étaient pas vraiment des larmes de peur. C'étaient des larmes de colère. Colère d'être si loin de chez elle. Colère d'avoir cru que le travail honnête serait respecté. Colère de savoir que là-haut, Cato pleurait pour elle et que Grace souriait probablement de satisfaction. Mais Neka Okafor n'était pas du genre à abandonner facilement. Elle s'essuya le visage, prit une profonde inspiration et commença à explorer le sous-sol à la faible lumière. Elle devait trouver une issue. Elle devait retrouver son bébé. Et surtout, elle devait montrer à Grace Luanga que les femmes comme elle, celles qui avaient traversé des pays entiers en quête de dignité, ne se laissent pas abattre si facilement. En cherchant une autre issue le long des murs, Neka fit une découverte inattendue. Derrière une bibliothèque métallique rouillée, recouverte de vieux pots de peinture, se cachait une petite porte. Elle poussa la bibliothèque de toutes ses forces. Le métal grinça contre le sol en béton, produisant un bruit horrible. La porte était gonflée d'humidité, mais sous la poussée de Neka, elle céda. De l'autre côté se trouvait un réservoir encore plus petit, humide et imprégné d'une odeur de moisi. Dans un coin, des cartons étaient empilés. Neka ouvrit le premier et y trouva de vieux vêtements, des photos, des documents. Des photos de Grace avec l'homme de la photo de bureau, plus jeune, plus heureuse. Des photos de mariage. Mais Monsieur Luanga n'apparaissait sur aucune d'elles. Il y avait aussi un journal intime. Neka l'ouvrit à une page au hasard et commença à lire dans la faible lumière de son téléphone portable, dont la batterie affichait maintenant 15%. Août 2020. J'ai découvert que j'étais enceinte de Daniel. Mais Daniel n'a rien. Il est professeur et gagne un salaire de misère. Son frère Richard, homme d'affaires prospère, a toujours été amoureux de moi. Il a tout ce qu'il faut pour offrir une belle vie à mon enfant. Je sais que c'est mal, mais l'amour ne remplit pas le frigo. Je vais quitter Daniel et accepter la demande en mariage de Richard. Il ne doit jamais savoir la vérité sur Cato. Neka lisait page après page, chacune plus révélatrice que la précédente. Grace était tombée enceinte de son beau-frère, l'avait quitté sans lui annoncer sa grossesse, puis avait séduit Richard Luanga, lui faisant croire qu'il était le père de l'enfant. Daniel découvrit la vérité des mois après le mariage et la confronta. Mais Grace était déjà en sécurité dans le manoir, avec accès aux comptes bancaires et un statut social qu'elle n'aurait jamais eu auprès d'un professeur. Elle avait choisi le confort et condamné Cato à grandir dans le mensonge. Le téléphone émit un bip. 10%. Neka glissa le journal dans sa poche et retourna à la porte principale du sous-sol. Elle la claqua. Grace. Je sais que tu m'entends. Je sais tout sur Daniel. Sur Cato. Sur les mensonges. Si tu ne me laisses pas partir maintenant, je dirai tout à ton mari dès son retour. Un silence absolu régnait là-haut. Mais Neka savait que Grace écoutait. Elle ne pouvait pas faire autrement. Elle poursuivit. Je ne veux pas de votre argent. Je ne veux pas détruire votre famille. Je veux juste partir d'ici et faire mon travail. Mais si vous me laissez ici,
Je vous jure que tout Kampala saura qui vous êtes vraiment. Quelques minutes de silence. Puis, le bruit de pas descendant lentement l'escalier extérieur menant à la porte du sous-sol. La clé qui tourne. La porte qui s'ouvre lentement. Grace était là, pâle, Cato endormi sur ses genoux, son visage mêlant colère et peur. Comment l'as-tu su? Peu importe comment. Ce qui compte, c'est ce que nous allons faire maintenant, répondit Neka en sortant du sous-sol et en prenant délicatement Cato des bras raides de Grace. Le bébé se détendit aussitôt et se blottit sur les genoux familiers de sa mère. Grace croisa les bras, tentant de reprendre ses esprits. Vous n'avez aucune preuve de quoi que ce soit. Neka sortit le journal intime de sa poche et le jeta sur la table à côté d'elle. J'ai ça. Et j'ai les photos. Et je suis assez lucide pour savoir que tu ne veux pas que ton mari entende tout ça, n'est-ce pas? Les deux femmes se fixèrent longuement du regard. Finalement, Grace s'effondra sur une chaise, le visage enfoui dans ses mains. Que voulez-vous? De l'argent? Je peux acheter votre silence. Je ne veux pas de votre argent sale, déclara Neka d'un ton ferme. Je veux travailler en paix. Je veux m'occuper de Cato sans être sabotée, surveillée ou humiliée. Je veux être traitée avec le minimum de respect dû à un être humain. Et si vous me faites cela, votre secret disparaîtra avec moi. Grace leva les yeux, surprise. C'est tout. C'est tout. Car contrairement à vous, je sais que certaines choses sont inestimables. La dignité en fait partie. Les semaines suivantes furent différentes. Grace ne devint ni chaleureuse ni amicale, mais elle cessa les moqueries et les sabotages. Elle laissa à Neka l'espace nécessaire pour travailler, et pour la première fois depuis son arrivée, la maison sembla respirer mieux. Cato s'épanouit. Il commença à parler davantage, à rire davantage, à explorer le monde avec la sécurité d'un enfant aimé. Et étrangement, Grace se mit à observer davantage, à apprendre comment Neka interagissait avec le garçon, comment elle le berçait, comment elle transformait de simples moments en doux souvenirs. Un après-midi, Grace s'approcha de Neka alors qu'elle préparait le biberon de Cato. « Comment fais-tu? Comment arrives-tu à l'aimer si facilement ?» Neka interrompit ce qu'elle faisait et regarda la femme qui l'avait enfermée à la cave des semaines auparavant. « Parce que je choisis de ne voir en lui qu'un enfant qui a besoin d'amour. Je ne vois ni ses erreurs passées, ni ses complications, ni ses mensonges. Je ne vois que Cato. Peut-être devriez-vous essayer d'en faire autant. » Grace ne répondit pas, mais ses yeux s'emplirent de larmes. Pour la première fois, Neka ne vit plus la femme manipulatrice et froide qu'elle était, mais une personne prisonnière de ses propres choix, une personne si terrifiée à l'idée de perdre sa vie confortable qu'elle en avait oublié de construire une vraie. À son retour de voyage, Richard Lwanga constata immédiatement le changement. Cato était plus heureux. Grace était plus présente. Et Neka, la nounou nigériane qu'il connaissait à peine, avait réussi en quelques semaines là où des mois de thérapie coûteuse avaient échoué, ramener la paix dans la maison. Il proposa une augmentation à Neka et lui promit que, lorsqu'il rentrerait définitivement chez lui dans les mois à venir, il souhaiterait qu'elle reste auprès de Cato. Neka accepta. Non pas par besoin d'argent, même si cela aiderait sa famille au Nigeria, mais parce qu'elle avait découvert que parfois les histoires les plus complexes se terminent simplement. Un enfant adoré, une vérité cachée qui n'a pas à tout détruire, et une femme qui a franchi les frontières et découvert que sa force résidait non seulement dans sa capacité à survivre, mais aussi dans sa capacité à se transformer. Ce soir-là, avant de s'endormir, Neka appela sa mère. Elle lui parla de Kampala, du travail, de Cato. Elle ne lui parla pas de la cave, des mensonges, de la peur. Certaines batailles se gagnent en silence. Après avoir raccroché, elle contempla le ciel étoilé au-dessus de la capitale ougandaise et sourit. Elle était venue en Ouganda en quête d'opportunités. Mais elle y avait trouvé bien plus. La preuve que même dans les endroits les plus improbables, même dans les maisons les plus froides, il existe toujours une porte qui peut s'ouvrir. Il suffit parfois d'avoir le courage de la pousser, même quand on s'obstine à la maintenir fermée. Si cette histoire vous a touché si vous connaissez quelqu'un qui a été sous-estimé invisible ou prisonnier à air d'une situation difficile, laissez un commentaire ci-dessous pour nous dire d'où vous nous regardez. Ensemble, atteignons les 1000 abonnés sur cette chaîne. Car les histoires de résilience, de dignité et de courage méritent d'être partagées. Et chaque abonné, nous aide à continuer de vous proposer ces récits inspirants. Merci d'être là.